C'est à présent l'heure de l'édito dans la matinale sur Burkina Info. Mesdames et messieurs, pour ce numéro, nous aurons deux sujets. En premier lieu, donc, nous parlerons du dialogue en cours, il faut le dire, entre les magistrats et le gouvernement. En effet, hier, dans la matinée, les magistrats ont été reçus en audience par le Premier ministre Paul Kabatiba. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre? Donc, nous échangerons là-dessus avec notre éditorialiste du jour, Ismaël Ouedraogo. Mais aussi, nous parlerons de la présidentielle qui se déroule actuellement du côté du pays voisin qu'est le Niger. Second tour qui est envisagé, qu'en sera-t-il? Quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de ce premier tour? Ce sera donc les deux thématiques de l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Comme on le dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous allons donc débuter avec la rencontre d'hier entre le Premier ministre et les magistrats. Oui, rencontre qui se veut une prise de contact. Hier, déjà dans la matinée, à 10 h, le Premier ministre a reçu donc ce vendredi l'intersyndicale des magistrats. Vous savez que les magistrats eux-mêmes, bon, quand on le dit, ils refusent de le reconnaître très souvent, mais ils ont même du mal à s'unir autour d'un seul syndicat. Vous avez le syndicat des magistrats burkinabés, le syndicat burkinabé des magistrats, en fait, le SBM qui devient le SMB. Ensuite, vous avez également le SAMAV, qui est le syndicat autonome des magistrats burkinabés. Les trois syndicats, depuis un bout de temps, ont décidé de travailler ensemble dans le cadre d'une dynamique qu'on appelle l'intersyndicale des magistrats au Burkina Faso. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Trois syndicats qui se retrouvent parce qu'ils ont en commun les mêmes idées. Vous savez, on n'a pas beaucoup de magistrats au Burkina, ils sont au total 200. Alors, les 200 magistrats, quand ils se partagent les militants, chacun se retrouve sur trois syndicats. Chacun se retrouve avec environ 60 ou 70 tout au plus de militants. Et puis voilà ce que ça donne. Alors, ils ont été reçus hier en audience par le Premier ministre. Tenez-vous bien, il y a eu un événement majeur au cours de cette rencontre. C'est le fait que le ministre de la Justice n'était pas là, alors qu'il est censé être le principal interlocuteur du gouvernement face au syndicat des magistrats. Vous savez que le ministre de la Justice actuel, René Bagoro, a été président du syndicat burkinabé des magistrats du par le passé. Et en son temps, on avait vu quelqu'un de très offensif, quelqu'un qui était disponible pour les militants. Mais il est passé de l'autre côté finalement, donc il est devenu ministre. Aujourd'hui, le ministre doit avoir un langage plutôt réservé, un langage plutôt cohérent, un langage plutôt qui s'inscrit dans la logique du dialogue. Et conséquence, il a eu à tenir des propos qui n'ont pas plu à tous les niveaux, notamment au niveau des magistrats, qui ont trouvé que le ministre était allé un peu trop loin dans ses sorties. Parce que la première fois, le ministre a réquisitionné un certain nombre de personnes pour que les tribunaux, les juridictions puissent fonctionner malgré la grève annoncée des magistrats. Ça n'a pas été le cas parce que tous les médias ont pu faire le constat à travers les tribunaux qui étaient vides, les bureaux qui étaient désertés, les salles d'audience au niveau des procès qui étaient totalement abandonnées. Il se trouve qu'au lendemain de cette déclaration qui a été faite par le ministre René Bagoro, il a encore fait une autre déclaration qui a retenu encore l'attention. C'est quand il avait fait cas notamment du fait qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de Burkinabés qui ont des problèmes. Il faut réfléchir aux problèmes de tous les Burkinabés. Les magistrats trouvent qu'il va un peu trop loin parce qu'eux, ils trouvent qu'aujourd'hui, ce qu'ils réclament, les magistrats, c'est encore plus grave. Ils souhaiteraient que le ministre René Bagoro fasse des excuses publiques devant l'opinion nationale pour dire nous excusons par les propos que nous avons eu à tenir, ainsi de suite. Un peu, c'est les magistrats. Ben, le ministre ne va pas, c'est pas très évident qu'il puisse s'excuser, mais bon, quand on est membre du gouvernement et qu'on veut travailler pour le développement du pays, l'humilité aussi, cela s'entend, on peut s'excuser. Sortir pour dire, oui, c'est vrai que dans nos différentes sorties, nous avons reconnu à un moment donné que ce n'était pas évident, donc on peut s'excuser de certains écarts où s'il y a des mots qui ont offensé, diplomatiquement parlant, voilà ce qu'on peut dire, s'il y a des mots qui ont offensé certaines personnes de par nos prises de parole, nous nous en excusons parce que l'intention n'était pas forcément de nuire, mais nous avons eu le souci de faire fonctionner les juridictions malgré les grèves parce que nous, en tant que gouvernement, nous avons besoin aujourd'hui que les citoyens puissent avoir les documents qu'ils cherchent au quotidien. Quand on sait que quand les juridictions ne fonctionnent pas, ça veut dire que ça va ralentir la délivrance des casiers judiciaires, des certificats de nationalité. Vous avez d'autres actes aussi. Mais on oublie, nous on parle aujourd'hui de ces documents qu'il faut aller chercher, même pour qu'ils ne sont pas urgents pour certains. Mais est-ce qu'on pense un tant soit peu à ces présumés délinquants, à toutes ces personnes qui devaient être jugées et qui devaient peut-être être libérées le temps de cette semaine-là? Finalement, qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas eu de procès. Ça veut dire que si vous êtes dans une prison ou une maison d'arrêt de correction de disons quelque part sur le territoire national, si votre libération était annoncée pour cette semaine-là,
on va prolonger ça d'une semaine supplémentaire. Alors, cette rencontre, ce début de dialogue, peut-il être fructueux, pensez-vous? Ça s'annonce les couleurs. Ben, disons tout simplement que les deux parties ont l'obligation du résultat parce que nous sommes dans un contexte tout de même assez difficile, hein. Vous savez que le gouvernement burkinabé vient à peine de commencer à travailler. Les magistrats souhaiteraient qu'on leur trouve mieux, des meilleures conditions de vie et de travail parce que pendant longtemps au Burkina Faso, pendant les 27 ans de la gestion du président Compaoré, il a été notamment question d'une justice aux ordres. Et on veut travailler à donner une autre image à notre juridiction, à notre justice. Ça veut dire qu'il y a eu des réformes qui ont été engagées après les états généraux de la justice burkinabé, avec également des réformes qui ont été annoncées. Le président du Conseil supérieur de la magistrature n'est plus le président du FASO, ce n'est plus non plus le ministre de la Justice. Donc ça veut dire qu'il y a eu des évolutions qui ont été enregistrées, mais c'est insuffisant. Donc par conséquent, il est urgent qu'on arrive à trouver les voies et moyens pour donner à notre justice plus d'indépendance, plus de liberté, plus d'autonomie pour qu'elle puisse vraiment rendre la justice, comme je le disais déjà il y a 2 jours, que ce ne soit pas une justice qui est là pour servir ceux qui ont les moyens, qui peuvent s'attacher les services d'un avocat, mais une justice qui est au service de l'ensemble des Burkinabés sans exception. Ça veut dire tout simplement que si un voleur ou un présumé voleur de poulet ou de cabri qui se retrouve, ou encore quelqu'un qui est accusé d'avoir volé un œuf, se retrouve devant quelqu'un qui a 100 millions, 200 millions, qu'on ne dise pas que celui qui a volé un œuf n'a pas les moyens de s'attacher les services d'un avocat. Donc par conséquent, on va attendre encore et juger celui qui a les moyens. Parce que là, ça devient une justice à 2 vitesses. D'accord. Alors, M. Ouedraogo, une semaine de grève, vous l'avez si bien dit, ça fait beaucoup. Mais les magistrats disent que si rien n'est fait à partir de après ces une semaine, ils vont user d'autres moyens. À quoi devons-nous nous attendre? Les magistrats ne peuvent pas user d'autres moyens que de faire la grève. Ils ne sont pas assez nombreux pour prendre en otage les juridictions indéfiniment. Vous savez combien de jeunes aujourd'hui ont fini les études avec Bac+4 en droit qui cherchent à être magistrats qui n'arrivent pas à le faire. Vous savez que le recrutement il est assez compliqué au Burkina Faso pour avoir le concours de la magistrature. Alors ce que je vais tout simplement dire c'est que il y a beaucoup même qui ont remis en cause en fait le fait que les magistrats aient effectué aient mis à exécution cette grève là parce que ils ont dit pendant longtemps que eux ils représentent également un pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui les députés peuvent aller en grève? Est-ce que le pouvoir présidentiel, est-ce que le président Roch-Marc Christian Kabore peut se lever pour dire aujourd'hui je vais en grève parce que je ne suis pas content d'un certain nombre de choses? C'est pas possible. Les magistrats aussi représentent un pouvoir, c'est le troisième pouvoir. Vous avez le pouvoir exécutif, avec le président du FASO, les institutions, le gouvernement. Vous avez le pouvoir législatif, le Parlement, les députés, le président de l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, les juges, ainsi de suite. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le troisième pouvoir qui va en grève là, est-ce que c'est normal, ainsi de suite? C'est la question que l'on a appelé à se poser parce que à la longue, ça va faire jurisprudence sans doute. Et maintenant, c'est ce que René Bagoro, le ministre, oui, il l'a dit, puisque lui, il était syndicaliste, il sait un peu de quoi il s'agit. Les magistrats aussi, ils savent un peu de quoi il s'agit. C'est comme, je me rappelle une fois, celui qui fut un magistrat qui est devenu avocat aujourd'hui, Guy Hervé Cam, qui disait qui avait voulu intenter un procès dans le cadre de la corruption des magistrats. Vous savez que c'est un sujet tellement délicat, vous n'aurez jamais un magistrat qui va condamner un autre magistrat pour corruption. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait eu à faire avec le centre d'éthique judiciaire? Il avait décidé tout simplement de faire condamner la personne qui avait été au cœur de la corruption du magistrat. Même là, ça n'avait pas abouti. D'accord. Une autre thématique, donc, il s'agit de la présidentielle actuelle du côté du Niger. Intéressant comme sujet. Le premier tour, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Ben, le Niger, c'est une belle démocratie, c'est un bel exemple de démocratie. Pourquoi je le dis? Rarement, on ne verra pas ça beaucoup sur le continent africain. Quelqu'un qui est en prison, qui n'a jamais battu campagne un jour, qui arrive à amener le président sortant au second tour. Extraordinaire. Ça veut dire que si l'opposant Amadou, qui a recueilli environ 18% des suffrages, n'était pas en prison, c'est pas sûr que le président Mahamadou Issoufou aurait pu avoir peut-être les 48% aujourd'hui des suffrages. Et je trouve aujourd'hui que pour moi, en termes d'analyse, d'interprétation politique, ça ressemble fort bien à une défaite électorale pour le président sortant. Parce qu'un président sortant qui a en face de lui un opposant, un challenger, qui est en prison, qui n'a pas battu campagne un seul jour, et qui arrive à vous amener au second tour de la présidentielle, c'est extraordinaire. Mais il a accompagné des opposants. Oui, mais en fait, il y a eu 15 candidats. Hein. Ça, c'est le premier tour. Il n'y a pas eu une certaine coalition autour de la candidature d'Ama Amadou. Ce qu'on ne sait pas,
c'est qu'aujourd'hui, Mahamadou Issoufou est le président sortant, il a 48% des suffrages. L'opposant Ama Amadou qui est en prison, qui n'a jamais battu campagne un seul jour, arrive au second tour avec 18% des suffrages. Et si par exemple toute la coalition de l'opposition politique qui du reste a commencé à contester les résultats du premier tour, faisait une coalition autour de la candidature d'Ama Amadou, et s'il est élu président du Niger, qu'est-ce qu'on fera? Parlons justement de cette coalition. Est-ce là l'une des failles de notre politique actuelle en Afrique concernant les opposants? Ben, l'opposition en Afrique a toujours eu cette stratégie. On va tous aux élections aussi à second tour. Bon, on va se coaliser, on va choisir celui qui est mieux placé pour le soutenir. Au Burkina, c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Zéphirin Diabré en son temps, mais ça n'a pas marché. Alors, quand on prend un peu le cas du Niger, ça veut dire que le Niger est un cas particulier. Hein, ça, il faut le dire, parce que au Niger, la différence entre un pays comme le Niger et le Burkina, je ne dirais pas que le Niger est immensement riche plus que nous. C'est vrai, ils ont l'uranium, il y a bientôt le pétrole qui va venir et tout. Mais il faut savoir un truc, c'est que le Niger, on a des opposants qui ont les moyens. Ça veut dire que si vous êtes dans un pays où les opposants ont les moyens, vous avez des hommes politiques immensement riches, vous avez moins de problèmes en matière démocratique. Ça veut dire que tout simplement, quand vous prenez le président sortant, il a les moyens. Vous avez l'opposant qui est en prison, Ama Amadou, qui était président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays qui a basculé dans l'opposition avec l'histoire des trafics de bébés, dont son nom a été régulièrement cité provenant du Niger. Mais si vous êtes dans un pays comme le Burkina Faso, quand on faisait le rapport de force, vous avez Rochman Christian Kaboré, candidat qui est venu d'un système qui était le CDP, qui avait les moyens, qui avait vraiment tout ce qu'il fallait. Donc, pour être... question de moyens. Oui, ça compte beaucoup, hein, il faut le dire. Avec ensuite Zéphirin Diabré qui avait également les moyens, mais après les deux, il y avait qui? Le CDP n'avait pas de candidat. Vous allez un peu plus loin, vous avez vu Tahirou Barry avec quel moyen pour battre campagne? Il n'a battu campagne qu'avec son seul véhicule et puis il est arrivé troisième. Bon, Benouné Sankara, des moyens un peu limités. Mais au Niger, vous avez des gens qui sont... La caution, alors. Ben oui, vous avez par exemple des gens comme les Séni Oumarou, qui étaient des hommes forts au Niger. Donc, de façon globale, au Niger, on a une éthique politique, c'est que l'opposition est très forte. D'accord. Nous sommes au terme de notre entretien. Merci à vous. Je voulais parler des médiateurs et tout. Michel Kafando, ainsi de suite. Bon, bref, on en reparlera. La semaine prochaine. Merci à vous d'être passés. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec Ismaël Ouedraogo.